Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute particulière et spéciale, en espérant qu'elle ne soit plus spéciale au bout d'un moment, car nous allons parler de bande dessinée. Et oui, dans la vie, il n'y a pas que le jeu de société, il y a aussi la bande dessinée, ce sont deux secteurs très liés. Et je suis heureux d'accueillir pour ce numéro 1 du Strip Track de l'actu, notre ami monsieur Stéphane, comment ça va? Christophe Stéphane, c'est ton nom de famille, ouais. Stéphane. C'est monsieur Christophe. Comment vas-tu bien depuis la dernière fois? Ah bah, très bien. On a fait une première émission où on a un peu parlé de jeux de société et de BD, on a comparé les secteurs, puis après on a parlé d'un peu tout ce qui existait à peu près dans le monde de la bande dessinée. On a essayé de vouloir présenter beaucoup de nouveautés, peut-être trop, et là maintenant on va cadrer un peu moins de nouveautés, mais du fort, du lourd. Voilà, donc en fait j'ai beaucoup de bandes dessinées dans mes mains là, mais en fait ça correspond à 3 séries, on va dire, qui sont là, et on va en parler les unes après les autres, en prenant le temps un petit peu comme ça de voir ce qu'il y a de bon là-dedans. Alors la BD, c'est très lourd, c'est encore plus lourd que des jeux de société. Tu me les as envoyés, on va faire un petit point tout de suite pour que je puisse les lire, sauf qu'il y avait Essen, et que je les ai reçus le jour où je partais à Essen, enfin j'étais déjà en route, donc je n'ai pas pu toutes les lire, je les ai feuilletées, j'ai commencé, et là j'ai commis une boulette, parce que tu as choisi du bon et du lourd, j'ai mis les doigts dans ce qui est juste là, on en parlera à la fin en fait, et j'ai commencé à lire une DVD, un tome, puis le deuxième, puis le troisième, et je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, je n'ai pas attaqué le reste. Et donc, on va commencer par Dr Radar. Dr Radar, tout à fait. Alors, je te passe tout ça, je prends Dr Radar. Et Dr Radar, donc, c'est une bande dessinée signée Sim Solo et Bézian. Voilà. Alors, Sim Solo. Sim Solo, c'est le scénariste, sachant que à la base, Dr Radar, tueur de savants, est un feuilleton radiophonique sur France Culture, publié en 1990. D'accord. Et donc, il a écrit l'émission radiophonique. Et ensuite, il y a l'adaptation qui est sortie en janvier de cette année avec Éric Bézian au dessin. Voilà. Alors, c'est chez Glénat. C'est pas récent, c'est sorti début de l'année 2014. Sauf qu'il y a la suite va arriver, c'est ça? Alors, il y a un tome 2 qui n'est pas vraiment une suite, justement. C'est un tome 2. Mais on va dire on garde le même personnage, normalement le même univers, mais c'est pas du feuilleton puisque c'est vraiment un auteur, enfin c'est vraiment une œuvre d'auteur très très particulier. Le principe c'est, grosso modo, Dr Radar, c'est une référence au feuilleton des années 1920. On est dans Fantomas, on est dans le fantastique réel. La science-fiction à l'époque, c'était l'électricité, c'était quasiment de la science-fiction. D'accord. Voilà, donc on est dans cet univers-là. Alors, je l'ai feuilleté, forcément, hein, et quasiment devant tes yeux tout à l'heure. Et je dois dire que j'ai commencé à lire la première page, puis la deuxième, parce que j'avais décidé de feuilleter un peu ceux que je n'avais pas regardé. J'ai eu du mal à m'arrêter, en fait, parce que l'histoire, enfin le propos, les premières pages, sont, extrêmement bien dessinés, en tout cas avec un trait qui, moi, me parle. C'est-à-dire, alors on va l'ouvrir, hein, l'idée. Éric Bézian, juste pour remettre un peu dans le contexte, Éric Bézian est un des très très grands dessinateurs français actuels, contemporains. Il produit peu. Depuis 82, il a commencé sa carrière en 1982 et je crois qu'il a fait en tout et pour tout une quinzaine d'albums seulement depuis. Donc je crois que c'est son 16e ou 17e album. Donc c'est un auteur qu'on voit assez rarement, mais chaque fois, ce sont des petits bijoux graphiques. Alors, oui, le trait est absolument splendide. Alors, après, c'est comme tout, hein, l'art, la BD, etc. C'est une question de goût. Moi, ce genre de graphisme, ça me parle énormément. J'ai été tout de suite extrêmement sensible et emballé par les choix de cadrage. Vous voyez, ce genre de cadre-là, c'est assez exceptionnel. Hein, on voit bien comment c'est... Quand on fait des cours un peu d'art, on t'explique, tu sais, les triangles, les machins, les compositions. On sent instantanément la vitesse. Ça commence par une espèce d'assassinat dans un train à grande vitesse. Donc, regardez, il y a une case où il y a une moto qui suit. Ça va suivante. Elle est là. Regardez-moi cette image, comme elle est juste splendide. Le regard du mec sur sa moto en rouge, regardez ici la tronche qu'il a. Là, on dirait un peu Munch, le cri, tu sais, on sent cette graphie du début du siècle. C'est absolument splendide. Donc moi, personnellement, le trait me parle beaucoup. Et je dois dire qu'en tant que joueur de jeu de rôle, qui a pratiqué Maléfice et compagnie, j'ai à peine lu les 3 premières pages, que ça m'a donné envie d'aller encore plus loin en me disant « Ouah la vache, ça sent le bon scénario de jeu de rôle ». En tout cas, le jeu de rôle, il y avait je crois que maintenant on fait beaucoup de fantastique ou de médiéval fantastique. Enfin, dans les années, on a commencé le jeu de rôle avec le médiéval fantastique, mais il y a eu tout un pan dans les années 80-90 de jeux de rôle basés sur des enquêtes, un petit peu à une époque justement où l'électricité arrivait, etc. Et j'ai été super attiré instantanément. Donc, comme je te l'ai dit, je vais tenter de garder ces BD pour aller jusqu'au bout.
Moi, je ne l'ai pas lu en entier. Tu peux nous faire un petit point sur le pourquoi, le comment et... Voilà, tout simplement, déjà, on va faire le pitch très rapidement. Voilà. Donc, le pitch, c'est comment s'appelle-t-il déjà? C'est Ferdinand Staub, notre personnage qui est ici. Ferdinand Staub, qui est un héros de l'aviation de la guerre de 14, bourgeois, rentier et détective privé, forcément, mais qui n'a pas besoin d'en vivre justement, et qui enquête sur des meurtres mystérieux de scientifiques qui sont tous en rapport au même thème, qui est la conquête de l'espace. Et il court après le meurtrier, qui est un docteur radar. Donc c'est vraiment docteur radar, on est dans la fantasmagorie absolue. C'est vraiment Fantomas, c'est le personnage hyper méchant, il a des complices qui sont tous aussi, c'est des hommes, vraiment, tu vois, comme tu disais avec les personnages, on est sur du masque absolu. Lui, le docteur Hadar va de déguisement en déguisement. On est dans le grand guignolesque. Regardez rien que cette petite case, avec le petit texte, hein, peut-être, mais comme Aristide Vernon et Gontran Sinclair, ils travaillaient sur une grande idée, conquérir l'espace, avec le petit doigt qui pointe vers le ciel. Ouais. C'est juste absolument splendide. Ouais. Et puis à un moment donné, son collègue là, lui dit qu'il lui parle qu'il ferait mieux d'aller prévenir la police, et l'autre lui explique pour quelle raison il mène ses enquêtes, et il dit plus c'est compliqué, plus c'est vicieux, et plus il aime. C'est le challenge de l'esprit, donc on imagine tout de suite qu'il va y avoir un enchaînement d'événements et de vilains et de méchants et de meurtres dans le bouquin qui font qu'on a très envie de voir jusqu'à quel point les vilains sont vilains. On est vraiment dans le style de la littérature de 1920, donc les policiers sont bornés, les méchants sont méchants et géniaux. Ferdinand Staub est assisté par un dessinateur complètement débauché, Paxin. Il boit, il se drogue, il voit les femmes. Alors là, justement, on va voir quelques planches qui sont magnifiques. On est dans un univers très art déco, donc très très classé. C'est-à-dire que tu as la bourgeoisie qui est dans les grands bâtiments, les grands immeubles, comme on peut voir. Totalement, c'est vraiment art déco, les grandes pièces, il y a un mobilier très design, et puis à côté, justement, à côté d'ailleurs, on voit le populo, le quartier populaire, plus sale, plus triste. Voilà, plus sale, plus triste. Il y a la rue de Lappe qui est dessinée, c'est une ruelle. Donc on est vraiment dans les classes, la lutte des classes quasiment, quoi. Alors il y a un truc qui m'a sauté aux yeux instantanément aussi quand on le parcourt vite, c'est les ambiances qui ont été faites avec des couleurs. Voilà. Par exemple, là, on a du rouge, puis paf, on passe à du bleu, puis paf, on a du marron. C'était grosse dominante. Voilà, on arrive ici. C'est pas monochrome, c'est à forte dominante. C'est à forte dominante, et c'est assez plaisant. Et j'imagine, en le lisant dans la continuité, on doit probablement changer d'espace, de lieu et d'ambiance. Alors forcément, là, il y a énormément de références à l'expressionnisme. Il y a tout ce qui me des années 20. Tu vois, dans les costumes, dans les décors, les tableaux. Et justement, on est aussi dans l'expressionnisme cinématographique, avec les monochromes, enfin avec justement les films noir et blanc étaient teints toute une époque. Tu prends Metropolis, etc. Justement, pour donner un peu plus d'ambiance, on teignait les planches, et là, enfin le film, et là on a ces dominantes. Et là, il y a la petite cerise sur le gâteau. Moi, tu me mets des méchants avec un cirque, et je suis aux anges. Mais voilà. En tant que grand fan de cirque à l'ancienne, un des meilleurs films du monde étant Yo-Yo, qui se passe dans un cirque. Voilà, moi, tu me mets ça, des méchants dans un cirque, et c'est bon, emballé, c'est pesé. C'est là où je te dis que c'est une théâtralité, pardon, parce que justement, les méchants, alors déjà, donc tout le monde se déguise, même les gentils. On est avec des meurtres, on n'utilise pas le couteau ou le pistolet, ou rarement, ou là c'est juste pour tuer les seconds couteaux. Mais quand on tue les savants, c'est au curare, c'est avec des scorpions. D'accord. Et tu vois, avec cette ambiance de cirque, donc là vraiment on est sur un complot. Et puis il y a un complot, parce qu'à la base, il y a aussi un complot qui lui-même est surréaliste. C'est la conquête du monde. On ne va pas dévoiler. Donc ça, Docteur Radar, les tueurs de savants. C'est sorti, on a dit, au début de l'année janvier 2014. Et tu disais, il est en train de travailler sur le volume 2 là. Donc il y a un volume, enfin c'est pas un volume 2. Parce que ça s'arrête à la fin, on a arrêté le méchant à la fin, c'est ça? Ah, justement, je ne dirais pas, mais justement, non, on n'est pas en plus dans le bien vain arrive à arrêter le mal. Parce qu'on est dans Fantomas. Ouais, d'accord. Ouais. Le héros, c'est pas le gentil. Enfin, le héros, il y a un héros, il y a de l'héroïsme, etc. Mais il n'arrive jamais à récupérer le Docteur Hadar. Tu n'as jamais réussi à arrêter Fantomas, et Arsène Lupin court toujours. Et on est dans cette... Donc, le Docteur Hadar ne fait pas toujours tout ce qu'il veut, et il va revenir
dans une autre histoire. Effectivement, D'accord. il y a un tome 2 qui est en préparation. Donc ça a été un petit succès en librairie ou pas? Là-dessus, Tu sais en pas, tout cas, succès critique, c'est évident. Ouais, en tout cas, oui, moi, je peux vous dire que en tant qu'amateur de BD, c'est exactement ce qui me parle. Voilà. On a tout dit sur celui-là? On a tout dit, je pense. Ok, Docteur Radar. Et ça coûte combien, ça, on ne sait pas. Hein. Si, c'est marqué 19,50 €. Ouais. Tiens, nous passe des planches. Elles sont juste. J'adore le graphisme de ce gars-là, de Bézian, il s'appelle. Éric Bézian. Éric Bézian. Éric Bézian. Et donc, c'est un auteur qui est très très rare. On voit assez peu ses albums, car effectivement, il prend du temps. C'est pas du travail gratuit. Hein. Tout est travaillé. Et c'est pour ça que du coup, chaque fois qu'un album de Bézian sort, faut se jeter dessus, évidemment. Alors, je découvre et je trouve ça très bien. Alors, le deuxième truc dont on va parler, c'est déjà un peu entamé. Hein. Il y en a 4 volumes. Et c'est fini. C'est ça se termine. Donc, première et dernier. Tout à fait. Et donc, ça s'appelle L'or et le sang. Alors là, il y a du monde. Hein. Il y a Bédouel, Mervan, De France et Nury. Tout à fait. Alors, donc, du coup, voilà, pourquoi autant de monde que ça? Donc, au départ, il y a 2 scénaristes qui sont Morin de France et Fabien Nury. Donc, Morin de France, au départ, avait commencé à écrire un roman qu'il n'a pas fait, qui était cette histoire-là, et que, du coup, Fabien Nury, qui est un scénariste très prolifique et qui fonctionne très, très bien en bande dessinée, il a fait des séries qui ont un grand, grand succès. Ils se sont mis à 2 pour écrire le scénario. Ensuite, il y a eu 2 dessinateurs, effectivement, c'est assez rare. Il y a Fabien Bédouel, qui est au découpage, qui a fait tout le storyboarding, qui a fait le mouvement, etc. de toutes les planches. L'agencement des cases, etc. Voilà. Et Merwan au dessin. Donc c'est vraiment un travail global. Tous les 2 ensemble ont travaillé collectivement, mais avec quelqu'un qui fait du découpage et l'autre qui réalise. Ils ont fait, dans une interview, ils ont fait une référence au cinéma. Grosso modo, Bédouel aurait été réalisateur ou directeur photo, et Merwin était un peu le comédien, en tout cas le directeur du jeu. Donc cette série, pourquoi on me présente les 4 d'un coup? Parce que déjà, le 4e tome vient de sortir. Alors le 4e là, tome, il est sorti en octobre. C'est celui-là. Hein. Ça vient d'arriver là, à l'instant. Et les éditions Glénat, au départ, la série, les 3 premiers tomes étaient sortis aux éditions 12 bis. Et les éditions Glénat ont repris les 3 premiers avec des nouvelles couvertures qui remettent vraiment le dessin en valeur. Là, on est vraiment sur des couvertures très tranchées, fond blanc, et là, les personnages apparaissent à chaque fois, et du coup, on reprend le dessin, véritablement, on voit l'ambiance. Alors, le trait a changé, je trouve, entre le premier et le 4e. Parce que le premier, ça commence à la guerre de 14, donc un dessin beaucoup plus sombre, et après, on est au Maroc. Oui, d'accord. Donc, il a changé le... Tu passes du chemin des dames au Rif. D'accord, mais même la manière de dessiner ou de colorier, c'est pas tout à fait la même, tu vois, je trouve. Il y a une évolution graphique, certainement, entre les 2, évidemment. Alors, quel est le propos? Parce que ça, j'avoue, je ne l'ai pas lu, j'ai lu les 2 premières pages. Je suis moins sensible au trait, après c'est une question de goût, hein. Mais... Donc le propos, c'est une histoire d'hommes et d'aventure. Alors je vais demander pardon aux fans absolus d'Hugo Pratt, mais pour moi il y a une référence, un peu, en tout cas il y a un petit côté de Corto Maltese dans cette série. C'est vraiment de l'aventure. C'est une histoire de 2 hommes qui se rencontrent lors de la guerre de 14. 2 hommes donc c'est une histoire d'amitié et de fraternité, hein, parce que évidemment quand tu es dans les tranchées, tu as une fraternité qui se crée, sachant que ce sont 2 hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. C'est la guerre qui les fait... Il y a Léon et Calixte. Léon, donc c'est le brun moustachu. Léon est le brun moustachu. Calixte est le brun châtain. Léon est un Corse d'origine populaire, un peu mafieuse. Calixte, lui, c'est un Parisien de noblesse, fils de famille industrielle. Donc clairement, s'il n'y avait pas eu la guerre de 14, ce sont 2 personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et puis d'ailleurs, il y en a un qui était officier, l'autre était simple soldat. Ils se sont rencontrés dans les tranchées, ils ont lutté contre la mort ensemble, et à la fin de la guerre de 14, ils se retrouvent. Ils étaient très différents, d'origines différentes, mais quelque part, il y a quelque chose qui les réunit, c'est le fait, tout simplement, qu'ils étaient un peu en rupture par rapport à leur milieu. Léon, il était corse, proche de la mafia, mais il n'était pas considéré par les mafieux. Il était un peu considéré comme un branquignol. D'ailleurs, je crois qu'on le traite de branquignol ou quelque chose de genre. Calixte, lui, c'est quelqu'un qui avait des idées, des envies d'aventure, etc. Il vivait mal ce côté bourgeois,
où tout est lisse, Réglé, propre, propre, etc. Et c'est un homme qui vit normalement pour l'aventure et pour les idéaux. C'était un idéaliste dans une famille industrielle qui, eux, vivent pour l'argent et de bien se faire voir, de se faire voir à l'opéra, à la messe, etc. Okay. Et donc, du coup, ces deux hommes-là, après la guerre, essayent de revenir à leur milieu, à leur vie normale. Ils n'y arrivent pas, ils se retrouvent et ils décident de partir à l'aventure. La fin du premier tome, ils partent pour devenir, officiellement, ils vont essayer d'être trafiquants d'armes pour livrer des armes aux révolutionnaires marocains. Puisque à l'époque, le Maroc était divisé en deux parties, une partie espagnole et une partie française. Et tu avais les Marocains qui étaient en lutte avec les Espagnols, un peu soutenus par les Français d'ailleurs. Et eux, au départ, viennent pour faire l'aventure, ils veulent être aventuriers, ils veulent faire fortune, etc. Sauf que Calixte, il n'a pas besoin de faire fortune, il était déjà riche. Ouais. Mais lui, il cherchait vraiment l'aventure. Léon, lui, cherche à devenir riche. Et évidemment, après, tu te retrouves là-bas, dans un autre pays, avec une autre culture. Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais été trafiquants d'armes ni rien, donc automatiquement, ils se font avoir. Et ils vivent totalement les aventures. Et ils vont prendre parti, non pas pour la France, non pas pour l'Espagne, mais pour, effectivement, pour les révolutionnaires. Ah, d'accord, ok. Alors après, évidemment, il y a aussi deux personnes. C'est vraiment, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc Léon, c'est une sorte de jouisseur. Il va faire ça pour gagner de l'argent, etc., tout en ayant une petite approche sympathique pour la cause, alors que Calixte, lui, il va totalement basculer. Il va changer de nom, il va changer de religion, il va changer de famille, il va changer de nationalité, il va changer de culture. Et ça va être le vrai révolutionnaire. D'ailleurs, il va mener, il va être une sorte de messie. Il voit ça comme une sorte de... C'est presque une approche messianique. Ou de Laurence d'Arabie, si on veut faire un comparatif à l'histoire par rapport à l'histoire de l'époque. Donc ce sont ces deux parcours, ces deux hommes qui vivent des aventures ensemble. Et automatiquement, dès le départ, comme l'histoire est racontée par Léon vieux, tu sais que ça va mal se finir. Dès le départ, de toute façon, c'est une annonce d'une aventure qui va mal se finir, mais qui va être belle. Drame. Pas drame, parce que justement, c'est un album, enfin c'est une série, mais c'est une série, c'est presque un album en 4 tomes. C'est presque un album en 4 tomes qui parle de l'héroïsme et de l'aventure. D'accord. Alors, c'est un choix assez étonnant et risqué finalement, parce que bon, c'est basé sur des faits réels, a priori, guerre de 14, puis la colonisation de l'Afrique du Nord par la France, entre autres. C'est une fiction sur une base historique. Oui, j'imagine, oui. Mais c'est comme Corto Maltese. Bien sûr. On prend des événements qui ont eu lieu et puis on met dedans des personnages. On y met des personnages qui sont en parallèle, qui ont leur vie, leurs aventures. D'ailleurs, comme dans Corto Maltese, ils n'apparaissent pas, mais là, dans la série L'Or et le sang, à un moment, tu as Franco qui apparaît en tant que colonel espagnol, qui a effectivement été au Maroc. Tu as Pétain, qui était à l'époque le grand vainqueur de la guerre de 14 et qu'on envoie comme pacificateur au Maroc, pacificateur à la Pétain. Voilà. J'imagine, oui. Et donc, tout ça, voilà, on prend une histoire réelle pour créer des aventures en parallèle. C'est vrai que je fais beaucoup référence à Corto Maltese parce que c'est vraiment l'aventure, c'est vraiment... Et puis, il y a une sorte de grâce dans le rythme, le dessin. Alors ça, ce sont des rééditions que tu nous as ramenées là, parce qu'il y a des... Ou alors, ça c'était tendance, quand on va attaquer la troisième BD, à la fin, il y a des making-of. Est-ce que c'est récent dans les BD ou est-ce que c'est quand il y a des retirages qui le font? Ça dépend. Parfois, on sait dès le départ que ça va être un grand carton. Parce que même parfois, plus l'histoire est faible et le dessin est grand, plus on va justement rajouter des pages pour mettre le dessin. Là, clairement, c'est clairement dans la réédition, puisqu'on a un travail graphique intéressant, puisque justement, tu as les deux dessinateurs, donc tu vois les approches. Parce que, par exemple, avec celle-là, autant moi, je suis assez hermétique à ce trait-là, celui qu'on va... Ceci dit, dans le premier volume, il est un peu différent. C'est un peu moins contouré que le reste. Tu vois, là, c'est des traits très, très marqués, en fait. Mais alors, autant ça, je trouve ça splendide, vraiment beaucoup. Voilà. Les petits dessins préparatoires sont assez agréables. Ça, c'est juste magnifique comme travail graphique. Mais j'imagine que faire une bande dessinée tout comme ça doit prendre un temps monstre. Il n'y a que Bilal qui pouvait passer autant de temps. Non, il y a certains qui font les couleurs directes. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile de travailler dans l'illustration. Enfin, là, on est dans l'illustration. Il y a un problème, il y a toujours un risque quand tu fais que de l'illustration, c'est dans le cas du mouvement. Oui, bien sûr. Oui. Parce que là ces dessins-là sont juste très beaux. La petite voiture qui est juste à côté, quand on aura fini, je vais lui amener ici. Voilà. Ça, c'est juste splendide. Comme c'est aquarellisé, il n'y a pas de trait. Enfin, tu vois, les reflets sont faits avec le blanc du papier.
C'est juste très très beau. Alors le dessin, on est toujours plus ou moins attiré par rapport à un dessin. Moi, j'adore, je trouve vraiment toutes ces planches très très sympathiques parce que c'est fluide. Oui, on rentre dans l'histoire, et puis il y a une histoire qui fonctionne très très bien. Mais ça se veut assez réaliste. Ça se veut semi-réaliste. Ouais, ça se veut assez réaliste. Il y a une approche quand même presque Linklater parfois. Hein. Tu vois certaines planches où il y a très très peu d'éléments. Je vais en ouvrir un autre pour voir si... ouais, c'est ça, c'est amusant les différences qu'il peut y avoir de traitement en fait. Car chaque planche est vraiment construite par rapport à l'ambiance, à l'univers, à ce qui se passe dans l'histoire. Oui, c'est clairement du découpage cinéma, ça. Comme on le disait, le gars il a bien travaillé. Donc là, il y en a 4. Le dernier vient d'arriver. Donc là, c'est bouclé. C'est une histoire bouclée. Si vous êtes sensible aux propos qui ont été annoncés, l'aventure Corto Maltese, mais voilà, avec les colonies franco. C'est une série d'aventures modernes, puisque le langage est celui d'aujourd'hui, l'écriture est celle d'aujourd'hui, le rythme est celui d'aujourd'hui aussi. Mais c'est très, très, très bon. Ok. C'est marqué une aventure en 4 volumes et les 4 volumes sont maintenant dispo. Voilà. C'est sorti en combien d'années ça 2, 3 ans Là-dessus, j'aurais du mal à te dire. Ça doit être peut-être 5 ans. En tout cas, voilà une chose que vous pouvez aller acheter parce que vous saurez qu'il y a une fin. Voilà, c'est une fin et c'est une très belle réédition faite par l'éditeur. Je trouve que l'édition Glénat ont eu une très bonne idée en rachetant cette série. D'accord, hop, voilà qui est fait. Et là, on va passer à cette chose-là. Alors là, on rentre dans du complexe compliqué du travail de longue haleine par un type qui doit être un peu fou, je pense. Ça s'appelle Universal War One. C'est par ça que j'ai commencé, parce que tu m'as envoyé tous les volumes. Voilà, c'est ça. Il y en a 6. Hein. Il y a 6. Il y a 6 tomes. Tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Universal War. Tout qui arrive au fur et à mesure là. C'est-à-dire que la bande dessinée là a rencontré un tel succès qu'il continue. Même pas. Même pas. Là, Denis Bajram, il est clairement totalement autonome. Quand il a écrit le 1, très rapidement, au moment où il écrivait, déjà il a écrit le 1 d'une traite, c'est-à-dire qu'il a d'abord fait totalement l'histoire, en tout cas sa frise chronologique, parce que on va parler de paradoxe temporel. Ouais. Et il a totalement écrit son histoire et il lui est paru assez rapidement évident qu'il fallait faire une suite, enfin deux autres histoires, 2 autres cycles. Alors d'accord, donc il y a un premier cycle, il y aura le 2, il y a le 3, voilà. Le 3 qui arrivera. Voilà. Alors le propos, là, voilà, c'est la boulette que j'ai commise quand tu m'as envoyé toutes ces bandes dessinées, c'est que j'ai commencé par ça. Et comment dire, j'ai lu le tome 1 et j'ai pas pu m'empêcher de commencer le tome 2 et j'ai entamé le tome 3 et là je t'ai dit tu vas me les laisser parce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout parce que c'est une aventure avec des rebondissements. Hein, c'est découpé en chapitres, il y a 7 chapitres à chaque fois à l'intérieur, jour 1, jour 2, c'est très biblique puisque ça commence par des extraits de la Bible à chaque fois, et Dieu créa ceci, et Caïn, et Abel, et donc ça c'est en parallèle avec des micros, pas des micro-aventures, mais des passages des aventures, en fait c'est comme pas des épisodes, mais c'est des chapitres. C'est des chapitres, voilà, on va en ouvrir un. Ça commence toujours par un petit préquel, hein, il se passe quelque chose, et puis hop, vous voyez, comme ceci, et là, ça commence par, je veux dire, hein, au commencement, le souffle de Dieu tournoyait au cœur des ténèbres, blablabla, et après il y a l'aventure. Alors, sachant qu'il s'agit de la Bible Canaan, qui n'est pas une Bible chrétienne. Oui, bien sûr. C'est une Bible de cet univers-là. Voilà, mais qui ressemble très fortement quand même à... Et donc ça raconte des histoires spatiales. Une histoire spatiale. Alors, justement, la première étape est presque en 2 parties, puisqu'au départ, on pense, quand on commence, on se dirait c'est une histoire classique, un peu les 12 salopards au départ, puisqu'on réunit, donc il y a un mur, le début de l'histoire, il y a un mur, une sorte de trou noir qui apparaît en face à la Terre. On va vous montrer pour que vous compreniez très bien. En fait, c'est comme si vous regardiez le ciel et il y a des étoiles. Alors, il y en a une qui est... Vous regardez le ciel et puis il y a des étoiles. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus d'étoiles, c'est un grand rond noir. Il y a un mur de lumière noire. Voilà. On voit à peu près ici, hein, c'est comme si, voilà, vous regardez le ciel, puis il y a un gros truc noir. Voilà. Alors, ils ne savent pas ce que c'est. Et justement, on ne sait pas ce que c'est. Et à un moment, on envoie une équipe, justement, pas de repris de justice, mais que des rebuts, sauf un héros, qu'on envoie aller s'approcher du mur et découvrir de quoi il s'agit. Donc là, on est vraiment sur des profils, on va dire, traditionnels, c'est-à-dire que chacun a eu un passé, à part un qui est vraiment le héros absolu, tous les autres ont eu un passé un peu difficile, sur lesquels, bon voilà, c'était repris de justice, au lieu de les mettre en prison, on les envoie dans cette mission qui est presque une mission suicide. Donc là, on se dirait,
on est dans le traditionnel. Oui, c'était même limite classique. un peu chiant. Quand j'ai commencé moi, au début, je me suis dit, bon, ben voilà, on lit la première page, deuxième page, on t'explique pas trop que c'est des pourris un petit peu, enfin des gens qui sont un peu des repris de justice, quoi. Mais bon, c'est très classique, quoi. Il y a rien de vraiment excitant. Puis d'un seul coup arrive un petit détail. Voilà. Voilà, tu dis, mais il se passe un truc là quand même, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Et puis ce détail devient un peu plus important. Puis il y en a un second qui arrive. Et puis il se passe un truc qu'on ne va pas raconter parce que c'est un truc, sinon on va vous spoiler et vous allez perdre cette envie de continuer pour savoir jusqu'où ça va nous amener. Et donc, même en toute franchise et honnêteté par rapport au monsieur qui a fait la bande dessinée, moi j'ai trouvé ça très pas caricatural, mais archétypal, on va dire. Et je me suis un peu forcé, parce que pareil là, le graphisme, le trait me parle pas vraiment, tu vois, je suis plutôt très arty, moi, tu vois, je suis un espèce de bobo, machin, voilà. Donc le trait me plaisait pas plus que ça, donc je me forçais un petit peu. Et puis, le scénario est très bon. Il y a le déclic. Bah, même les textes, hein, au début j'avais du mal à lire parce que c'est pas littéraire, au niveau littéraire, c'est pas le truc qui me parle le plus, alors que ça me parle un petit peu plus. Mais le scénario, et en le lisant, je me dis waouh, ça ferait un bon scénario de film, quoi. Le scénario est ainsi fait que c'est assez. Enfin, on s'y prend, quoi. On s'y prend. Et maintenant, j'ai terriblement envie de savoir ce que vont devenir chacun de ces personnages. Parce que chacun, avec son côté caricatural, est finalement très plaisant. On se doute qu'il va se passer quelque chose, puis pas forcément. Enfin, après, je ne sais pas ce qui passe après, mais... Les trois premiers sont une sorte d'énigme. On essaie de savoir ce qui s'est passé à un des différents personnages, puisqu'il y a un des personnages, on peut le dire, il y a des personnages qui meurent. Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est pas comme Game of Thrones, mais voilà, on s'y attend pas. Il y a un personnage qui meurt, mais bon, voilà. Il meurt, et du coup, on essaie de savoir ce qui s'est passé, puisque lui, il est rentré dans le mur, et il est revenu, et manifestement, il y a eu une histoire de temps. Oui, voilà. On va pas forcément... Clairement, on est sur le voyage dans le... Voilà, il y a un paradoxe temporel. C'est sur les paradoxes temporels, voilà. Et du coup, au départ, ça commence comme une intrigue, une enquête. Au bout du troisième tome, on découvre un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on se dirait, ça y est, c'est fini. Sauf que non, parce que ce n'est que le début de l'histoire, puisque les trois premiers, en vérité, nous mettent dans le contexte. Et après, on va vraiment parler de l'origine de ce mur noir, de ce wormhole, comme on dit. Ouais. Et là, on va arriver sur une véritable fable, pardon. On va dire que les Américains, ce qu'ils font au niveau des super-héros, c'est qu'ils prennent des sujets de société et ils les transposent dans l'univers des super-héros. Ils sont très très forts pour ça. Denis Bajram, il a réussi à faire la même chose avec une histoire de science-fiction. Parce qu'en vérité, ça parle de quoi? Ça parle de l'humanité, de l'avenir de l'humanité, depuis la création de l'homme, depuis Abel et Caïn, c'est la capacité de l'homme à s'autodétruire et être son propre prédateur. C'est ça. Et là arrive justement entre autres, un parallèle par rapport à l'économie. D'ailleurs, clairement, il y a tout un moment où on va parler d'économie, le capitalisme, et ça va être comment est-ce que l'homme qui a créé le capitalisme va utiliser le capitalisme pour détruire l'homme quelque part. Et donc c'est toute une grande fable de science-fiction qui est très très profonde, et qui en plus a une chronologie, un rapport chronologique, il y a une frise chronologique qui est présentée dans le tome 6, qui est la fin du premier cycle. Sachant que le premier cycle, vous pouvez le lire, hein, à la fin, c'est la fin d'une histoire pure. C'est pas premier cycle et puis à suivre et on va voir. Non. À la fin du premier cycle, à la fin du tome 6, on a bouclé l'histoire, tout est terminé, tout est complet. Et on découvre justement que 8 ans avant, parce qu'il a quand même mis 8 ans à faire le premier cycle. Ça ne m'étonne pas parce que avec les paradoxes temporels, c'est tellement complexe à mettre en place que tu n'as pas intérêt à te mailler. Donc, comme tu dis, quand tu dis il a fait une frise pour pouvoir s'y retrouver, ça ne m'étonne pas que c'est pris autant de temps pour éviter justement toutes les coquilles qu'il y a systématiquement dans tous ces films, tous ces bouquins où il y a du voyage dans le temps. Il a intérêt, le gars, à être au taquet. Et donc, pareil, là aussi, à la fin de chaque volume, il y a un petit... des petites explications, des dessins préparatoires, des tests, des essais. Et c'est assez plaisant à regarder et à lire. Alors, pour information, le premier cycle existe aussi en intégrale. D'accord, donc tu achètes un truc qui va peser 1,5 tonne et qui est gros comme ça, c'est ça? Non, il est plus petit format, il a un format un peu plus petit, il est assez épais, mais du coup, tu enlèves tout le cartonnage, donc du coup, il prend la place. Et là, donc, c'est Universal War 2, c'est la suite, donc. Universal War 2, qui est justement, alors, bon, on va dire, pour ceux qui n'ont pas eu le tome 1, je pense que vous pouvez arrêter maintenant. Ceux qui ont arrêté le tome 2, la première guerre universelle,
s'est arrêté. Alors attends, là ce qu'on est en train de dire, c'est que ceux qui n'ont pas commencé ça, il ferait mieux de ne pas écouter. Je vais mettre mes doigts dans mes oreilles alors. Peut-être, parce que bon, toujours est-il que la première guerre universelle s'est arrêtée, et là, c'est 13 ans après. Qu'est-ce qui se passe? Et on est toujours sur la même thématique de l'homme. Grosso modo, le premier, c'était le capitalisme, enfin l'homme, via le capitalisme, détruit l'humanité. Et l'Universal War II, c'est quelque part, c'est justement par rapport à une société qui a été créée pour sauver l'homme. C'est l'enfer est pavé de meilleures intentions. C'est comment est-ce que tu crées une société pour aller sauver l'humanité et qui finalement... La fout dans la merde. Voilà, c'est bien pire. Le médicament va tuer le malade quasiment. Il y a toujours des effets secondaires qui sont désirables, c'est-à-dire que tu te mets à vomir. Et là, vite fait comme ça, le graphisme a changé un petit peu, hein, pareil. Hein, Alors, clairement, il y a un changement de graphisme au cours de la série. Il y a moins de rupture entre le tome 6 et le premier Universal War II. Puisqu'effectivement aussi, Denis Bajram est un des premiers dessinateurs, voire peut-être le premier, à faire intégralement ses albums en tablette graphique. Ah, donc ça, c'est fait en tablette graphique. Il fait tout sur Photoshop. Ça aussi? Tout. À partir du tome 4 ou 5, voilà, d'accord, parce que je n'y suis pas arrivé moi encore. Parce que là clairement, c'est totalement différent. Là, hein. Et d'ailleurs, je suis peut-être un peu plus sensible à... Il a bien fait de passer à la palette graphique, en tout cas en ce qui me concerne, parce que je suis un peu plus sensible à ça. Il a même fait des présentations dans les salons Photoshop. Ah ouais, c'est juste beau ça. Photoshop, c'est Jericho. Oui, c'est pour ça. Oui, non, mais il a un peu. Je ne sais pas si. Non, même la mise en page, tu vois, c'est. Ah non, mais c'est magnifique. Oui, il y a un vrai travail d'écriture littéraire, de présentation, de mise en page. Oui, beaucoup. Et avec un fond qui est très, très, très solide. Oui, le scénario. Moi, ce que j'ai retenu, en tout cas en lisant le début, c'est le scénario qui est vraiment très plaisant à suivre. Le gars, il a bien réussi son coup. Non, mais là, clairement, c'est sa grande œuvre, on dit, sa grande création, et qui est très très longue. Là, on est quelque chose sur un travail qui, en tout, s'il fait tout ce qu'il a prévu, ça va lui faire 20 ans, quoi. D'accord, oui, d'accord. Donc là, les gens... C'est une application complète, totale. Ouais, les gens, il y a ça à lire. Universal War 1, il y en a déjà 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à lire. Ça prend un peu de temps quand même. Hein. Et vient de commencer Universal War 2, mais alors il y aura aussi 6 volumes? Il y aura 6 volumes, normalement, d'après ce qu'on sait, il y aura 6 volumes pour le deuxième cycle. Et le troisième, on ne sait pas trop encore. Le troisième, après, il verra plus tard. Mais il parlait dès le départ de faire 3 cycles équilibrés. Est-ce que ce jeune garçon a fait comme l'auteur de Game of Thrones, il s'est assuré que s'il lui arrive une couille, il va nous produire la fin? On espère, en tout cas, c'est vrai que en plus c'est un auteur complet, c'est-à-dire qu'il a été éditeur, d'ailleurs c'est presque de l'auto-édition, il passe par des grands éditeurs, mais parce que là, au départ c'était Cadran Solaire, donc au départ c'était Édition Soleil, et il a été éditeur carrément pour Soleil, c'est-à-dire qu'il a fait créer le label Cadran Solaire, où il était lui-même éditeur, il éditait des choses en tant qu'éditeur, des œuvres qui l'intéressaient, et il faisait aussi son propre éditeur pour sa propre création. D'accord. Et là, il est passé chez Casterman. Et là, manifestement, en tout cas, il a une maîtrise complète du process, totalement. Hein. On est un peu comme Kubrick, où il contrôle tout. D'accord. Mais ça se voit déjà même dans la création, dans son dessin, dans son scénario. C'est un ouvrage extrêmement contrôlé. Tout est maîtrisé. Okay. Alors, ça doit avoir une pression monstrueuse sur les épaules. Hein, puisque c'est effectivement, en plus, ce n'est pas des petites histoires. Et ça, voilà, tu dis il y a de la lecture, oui, il y a vraiment de la lecture, ça vaut le coup. Et même pour les gens qui ne sont pas fans de science-fiction, tu rentres dedans, clairement. Oui, puisque je dis, moi je ne suis pas super fan de science-fiction forcément. Ce n'est pas un trait au départ qui me plaisait énormément. Je trouvais même qu'au début c'était un peu, c'était il y a 10 ans. Basique, quoi, voilà. Et puis le scénario fait qu'on s'accroche, on veut savoir pourquoi ce mur, et qu'est-ce qu'il fait dans le mur, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Enfin bref, et quand on se rend compte de 2-3 détails, on se dit, mais si ça fait ça comme ça va merder à un moment donné, on veut savoir. Et puis voilà, ça marche très très bien. C'est une approche qui est à la fois humaine, aussi historique, je dirais, dans une vision où justement tu prends un petit peu l'actualité du quotidien, etc. Et tu vois une transposition justement dans un univers. C'est quelque chose qui est très très créé là-dessus. Toi, le 11 septembre n'apparaît pas, mais quelque part, il y a un des albums, je ne vais pas spoiler, mais il y a clairement un album qui frappe un peu par rapport à tout ça.
Et voilà, c'est totalement construit. C'est à la fois humain. Les fans de science-fiction s'y retrouvent totalement. Les fans de physique quantique s'y retrouvent Ah aussi. oui, on est là hein, quand même. Il y a des détails. Les fans d'aventure humaine, parce que là, effectivement, on est sur des êtres humains, en plus qui vont évoluer avec le temps. Et voilà, il y a vraiment toute une palette d'émotions qu'on peut retrouver dans la lecture. Ok, bah écoute, on a présenté trois univers, 3 dessinateurs différents, en à peu près 30 minutes, ça fait à peu près 10 minutes chacun. J'espère qu'on vous a donné... Tu as des choses à rajouter ou pas? Non, c'est bon. J'espère qu'on vous a donné envie au moins de vous lancer dans l'une de ces aventures. Je vous rappelle les noms, donc on a Dr Radar, tueur de savants. Voilà, qui, même si j'ai lu les 3 premières pages, personnellement aurait ma préférence au niveau scénario, graphisme et univers. Moi, ça me correspond bien. On a ensuite L'or et le sang, hein, aux éditions Glénat. Alors là, c'est une aventure en 4 volumes. Si vous aimez les histoires d'aventure épiques, avec des gens au profil différents qui se lancent dans des quêtes pour retrouver un peu de position sociale et même se retrouver eux-mêmes. Se retrouver eux-mêmes, c'est avant tout une quête interne. C'est avant tout une quête interne. S'épanouir. Et après, on a la vraie aventure spatiale, la saga. C'est la vraie grosse saga. Là, il faut un petit peu de temps et de moyens parce que c'est quand même, je ne sais pas, ça coûte combien ça coûte L'intégrale coûte 75 €, je crois. Voilà, donc vous savez que si vous vous lancez là-dedans, il faut un peu de temps et puis un peu plus d'argent puisqu'il y a plein de volumes. Mais en général, les amateurs de BD. Voilà, hein, ça demande un budget, puis sinon il y a les médiathèques, il y a les bibliothèques. Oui, voilà, exactement, on peut aller emprunter tout ça. Et pareil, il vient de sortir le tome 2 de Universal War 2 est sorti à Quai des Bulles, donc la semaine dernière. Voilà, juste là maintenant, car nous sommes au mois de octobre, le 20 exactement. Donc précipitez-vous si vous êtes amateur de ceci. Merci Christophe, je veux t'appeler Stéphane à chaque fois alors que c'est ton nom de famille, c'est fou. Christophe, c'est monsieur Christophe. Merci d'être venu jusque-là, de nous avoir présenté tout ça. Merci. Merci. Tu es en train de me pourrir le temps que j'ai parce que du coup j'ai envie de lire tout ça, je suis déjà très occupé et ça m'a redonné goût à la bande dessinée. Alors j'espère que ça aura fait ça chez vous aussi. Si vous aviez laissé un peu tomber la bande dessinée comme j'avais fait dans les années 80-90, ça vous remet le pied à l'étrier. Et si vous ne connaissiez pas la bande dessinée, j'espère qu'on vous a donné envie de un peu changer. Parce qu'être monomaniaque dans un seul et unique loisir, c'est pas forcément très sain pour l'esprit. Tu vois. Donc là, du coup, ça donne peut-être une porte et on essaye de présenter des choses différentes, mais toujours de qualité. Oui, en tout cas, même si je ne suis pas au départ fasciné par ça, c'est tellement pas mal fait que du coup, j'ai plongé, je me suis fait avoir. À bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, pour une autre émission où on va peut-être parler d'autres choses un petit peu plus tard. Merci Christophe. Merci. Fin de ce strip track. Génial.